Bonjour et bienvenue à tous dans le premier épisode du Arcade Eye Podcast. Ce nouveau podcast vous est présenté par la société Arcade, dont je serai la voix aujourd'hui. L'objectif de ce nouveau podcast est de discuter de l'IBMI, de la plateforme IBMI de manière générale. Et le format que nous allons adopter pour cette première est une interview. Aujourd'hui, pour notre interview, j'ai le plaisir de recevoir Stuart Porlon. Bonjour Stuart. Bonjour Lucas. Est-ce que tu pourrais un peu te présenter ? Je suis actuellement développeur ou product manager chez Arcade Software et je travaille principalement sur des produits ayant des problématiques orientées autour de l'IBMI. Ok, donc au quotidien, toi, de ce que tu racontes, tu es vraiment un développeur, tu es un technicien de la plateforme. Si on parle en termes de technicité, je dirais plutôt oui et non, puisque, disons, mes responsabilités ou interventions sont assez larges. Elles partent autant sur la définition des problématiques techniques que sur le suivi et support au sein des clients, consultants et autres. Donc, c'était un périmètre assez large, mais globalement, je suis assez proche de la technique, quoi. J'aimerais, pour compléter cette présentation, qu'on puisse parler de ton parcours, d'abord peut-être universitaire avant d'aborder le professionnel, pour voir quelque chose que je n'ai pas encore abordé, qui est que tu es quand même relativement jeune, notamment par rapport à l'âge moyen d'un développeur ou d'un ingénieur sur la plateforme IBMI. Effectivement, enfin, oui, effectivement. Disons, pour concernant mes études, j'ai principalement fait des études assez, si je peux dire, classiques, dans le sens où j'ai fait tout ce qui est école préparatoire, classe préparatoire, et ensuite une école d'ingé. Et après, je me suis orienté plus vers l'informatique. Et c'est grâce à ça que j'ai eu mon premier contact sur le monde de l'IBMI, notamment grâce à la société OCSI Group, qui propose en fait des formations, c'est une sorte de pépinière qui propose effectivement des formations de 3 mois, de 3 ou 4 mois autour de l'IBMI et ensuite place ces jeunes diplômés, en tout cas chez différents clients. Et c'est grâce à ça que j'ai eu ma première opportunité chez Arcade, quoi. Ok, c'est assez intéressant. J'aimerais que, si possible, que tu nous donnes peut-être un peu plus d'indications sur ta formation chez OCSI. Parce que, au final, de ce que j'ai entendu moi de mon côté pour OCSI, comme c'est une formation en pépinière, c'est quand même relativement raccourci. Si je me souviens bien, on est aux alentours de 3-4 mois pour la formation. Ouais, c'est bien ça, exactement. Voilà. 3 4 mois, ouais, c'est 3 4 mois. Et ensuite, là-dedans, globalement, ce que l'on fait, c'est déjà découvrir, en fait, la toute notion, si je peux dire, première de la plateforme, c'est-à-dire ce que c'est l'objet, quoi. Et quels sont effectivement les premiers langages que l'on est capable d'utiliser sur la plateforme, donc CL, RPG. Et après, on extrapole avec les problématiques web qui peuvent être rencontrés chez différents clients, quoi. Mais durant cette expérience, si je devrais faire une simple synthèse, 4 ou 3 mois, c'est en tout cas pour des profils qui cherchent vraiment à comprendre comment la plateforme fonctionne. Je pense que c'est suffisant pour effectivement, alors pas pour développer à un niveau très pointu, mais en tout cas pour commencer à comprendre l'architecture effectivement d'un programme RPG, de comprendre potentiellement ce que c'est et naviguer à travers la plateforme pour faire, si je peux dire, des premières interventions de type, si je peux dire, support de niveau 1-2. Et ça, c'est très utile pour pouvoir, comment dire, engranger ou commencer une carrière liée à la plateforme IBMI, quoi. Donc c'est 3 4 mois et avec ça, on a déjà, je peux dire, une petite base suffisante pour s'intégrer en tout cas dans le milieu professionnel, quoi. Donc on sent que ça, tu as été assez satisfait par la chose. Ce que je veux dire, oui, c'était, tu as anticipé une de mes questions déjà, qui était, souvent, à titre personnel, j'ai tendance à mettre un peu ce genre de formation en opposition avec les formations
plus classiques, on va dire, plus académiques, qui peuvent être dispensés dans des DUT, maintenant rebaptisés BUT, les licences et masters que l'on peut retrouver dans les différentes universités. J'ai tendance à voir que la formation dans le côté éducation nationale se penche avant tout sur le théorique et ensuite vers une mise en pratique. Là où parfois effectivement les formations type OCSI sont plus courtes dans le temps et nécessitent quand même un certain niveau de connaissance de base si on ne veut pas être largué dès le début. Alors, si on devrait parler de prérequis en termes de profil, un profil qui a déjà, je peux dire, compris les principes fondamentaux de ce que c'est programmer, la notion de programmation, devrait normalement largement appréhender proprement ou correctement le développement au sein de la plateforme, quoi. Après, il faut avoir un peu la tête sur les épaules et comprendre comment dire, les règles de conception associées à la plateforme. Mais globalement, pour une notion RPG, en tout cas pour un développement au programme RPG, ça devrait être largement suffisant. Donc oui, il y a une différence entre ce qu'on peut retrouver au niveau de l'éducation nationale et toute leur effectivement formation et ce que peut représenter une formation dite, alors j'en paye peut-être un mot un peu, euh, un- peut-être le mot n'est pas premier, mais en tout cas celui qui me vient en premier, c'est professionnalisante, qui vise en fait directement à aller à l'essentiel du contexte dans lequel effectivement on va être amené à évoluer. Et grâce à ça, en fait, de voir et de prendre le temps de voir tous les rudiments et concepts élémentaires à avoir. Mais encore une fois, je tiens à le rappeler, même si on a eu cette formation de 3 à 4 mois, ça ne veut pas dire qu'on est des cadors sur la plateforme. Ça ne veut pas dire qu'on s'est réellement développé et que la manière dont, enfin, du moins lorsqu'on ira directement sur le marché du travail, on sera capable de tout faire de A à Z. Non, il y a encore effectivement un gap à avoir. Et enfin, il existe encore un gap qu'il va falloir effectivement combler. Et il est nécessaire enfin, si je peux dire, de rester humble devant les tâches et de faire, enfin, et de monter, d'évoluer petit à petit, quoi. Ok, donc une formation très intéressante pour faire le premier pas dans le monde de l'IBMI et derrière se perfectionner, on va dire, à l'ancienne via l'expérience. Se perfectionner, je pense que ça va dépendre enfin, dans un premier temps, des différentes problématiques que tu vas rencontrer en tout cas, chez les boîtes typiquement qui vont te recruter, mais aussi sur le cadre que l'entreprise va vouloir, enfin, va vouloir effectivement t'intégrer. Euh, enfin, si je peux un peu étendre sur ce sujet, c'est que je dirais que pour qu'un pour qu'une ouais, pour qu'un profil qui débute dans l'IBM puisse effectivement pleinement s'intégrer, je dirais plutôt que l'accompagnement est au niveau effectivement avec des ressources expertes, c'est le meilleur moyen pour pouvoir effectivement intégrer pleinement une nouvelle ressource sur la plateforme, quoi. C'est un sujet très Et, intéressant, mais je pense qu'on va peut-être se le garder pour un peu plus tard parce que on risque un peu de glisser beaucoup par rapport au sujet qui est toi justement. Et pas de souci. je voulais qu'on arrive justement à ton arrivée, on va dire, dans les premières sociétés qui travaillent sur IBMI. C'est vraiment, on a évoqué maintenant ton parcours universitaire, académique, qu'on arrive sur ton parcours plus professionnel. Bah, comme j'ai dit, donc, avec OCC, donc, qui était la première boîte qui m'a embauché, j'étais effectivement en prestation au sein d'Arcade Software. Et c'est à partir de cette d'Arcade que j'ai réellement commencé mes premiers développements dans le monde professionnel, en tout cas relatif à la plateforme IBMI, quoi. Donc, et jusqu'à présent, ça fait à peu près 6 7 ans que je suis sur Arcade. Et je ne cesse aujourd'hui de rencontrer des problématiques relatives à l'IBMI, mais autres, qui, si tu veux, drive un peu euh, ma carrière. Voilà. Donc, on a évoqué ton arrivée chez Arcade. Maintenant que tu es chez Arcade depuis
plus de 5 ans, je pense que tu as eu le temps de voir quand même pas mal de choses. Et si tu es d'accord, j'aimerais que tu nous partages ton expérience vraiment sur le projet qui t'a le plus marqué. Qu'est-ce que c'était, en quoi ça consistait, comment est-ce que tu as réussi à t'en sortir, et par rapport à la plateforme, qu'est-ce qui était intéressant à voir? Je dirais que le projet aujourd'hui qui m'a le plus marqué, ça a été l'implémentation du module technique chez nous qu'on appelle Arcade SM, qui est en fait une technologie qui relie le produit Arcade Skipper, donc livré par Arcade, et Git. Juste pour info, le produit Arcade Skipper, c'est un module technique qui permet de gérer en fait des composants d'une application, mais en version uniquement legacy, applicatif. Donc il n'y a Donc, pas d'interface, c'est uniquement un composant technique qui se charge et qui est visible depuis les RDI ou effectivement les interfaces 50 et 50. Mais il n'y a pas cette connexion avec le monde extérieur, notamment Git, quand il a été, comment dire, euh, présenté comme étant la référence en termes de management de code source. Donc, ArcadSM répond simplement à répond simplement à cet objectif. Enfin, à cet objectif. donc en gros, si je comprends bien sur ce projet, le but du jeu, c'était que en quelque sorte, le gestionnaire de code maison qui est adapté à l'IBMI puisse être replacé dans le cadre plus général des gestionnaires de code en s'associant à Git. Ouais, c'est bien ça. Et en fait, plus en fait on avançait sur, si je peux dire, ben, l'offre qu'on présentait, que présente Arcade par rapport à ce type de technologie, plus en fait, je me suis retrouvé à avoir mes premières interactions clients en frontal, mes premières, comment dire, challenge pour pouvoir maturer la solution afin qu'elle puisse répondre aux exigences en termes d'implémentation chez différents clients. Mes premiers contacts avec les marchés américains et leur vision de ce que c'est ou de comment, si tu veux, ils consomment la technologie dans, de manière générale. Et tout a été, si je peux dire, mes premières fois, on va dire ça comme ça, avec ce type de produit, quoi. Donc, tu disais là juste à l'instant, ça me reste un peu en tête, que par exemple les Américains avaient une manière de consommer différente, c'est-à-dire que dans la manière même de travailler aux États-Unis, enfin de manière générale, Amérique, Europe, Asie, quoi que ce soit, tu as dû revoir le produit parce qu'il y avait plusieurs, les usages étaient différents. Alors, je dirais pas que au final, tout ce que les clients cherchent à obtenir, ce sont des produits qui fonctionnent. Dès que tu l'installes et que tu consommes la technologie, ça fonctionne. Mais j'avais pas en fait cette vision-là, si je peux dire, dans mes années précédentes, puisque j'étais un peu, si je peux dire, couvert, puisque j'étais encore, comment dire, on me déléguait pas mal effectivement donc de travail ou de développement à faire, mais sans avoir une exposition concrète et réelle sur le marché. Et en fait, c'est grâce au marché américain que tu comprends l'exigence qu'un éditeur possède lorsqu'il doit ou lorsqu'il livre effectivement sa solution sur un marché. Et de manière générale, quand je parle de différence entre les Américains ou d'autres marchés, c'est simplement sur la tolérance qui s'ensuit. Chez les Américains, on est plus sur quand j'installe ton produit, sans avoir besoin en fait à toucher un certain aspect de paramétrage de ta technologie, ça doit fonctionner, ça doit livrer effectivement la promesse que tu offres. Alors que sur des marchés un peu français ou européens, on peut être amené effectivement à pouvoir adapter à la volée, si je peux dire ça comme ça, certains aspects, sans pour autant effectivement dégrader proprement ton produit. Et c'est la différence qui existe et qui m'est restée en tout cas euh, sur les premières implémentations faites d'une telle techno, quoi. Donc tu as pu voir, tu as dû faire des modifications par exemple en live de l'implémentation que tu étais en train de faire de ton module SCM pour qu'il puisse, on va dire, s'adapter à des contraintes spécifiques en France? Alors, en France, disons que dans le cadre en fait, d'un tel produit, il n'y a pas seulement l'aspect technique
pour pouvoir livrer ce qu'on fait, mais il y a aussi toute la méthodologie. Et dans le cadre de Git, bon, c'est très marquant. Et sur certains, en tout cas, clients européens, en changeant la méthodologie, en adaptant la méthodologie, on pouvait rentrer dans un moule qui permettait en fait de répondre effectivement aux besoins. Alors que chez les Américains, c'était un peu plus, comment dire, euh, complexe, où en fait c'était la solution en elle-même où en fait, il était nécessaire en fait de la faire évoluer afin de pouvoir répondre aux exigences demandées, quoi. Mais bon, dans tous les cas, c'était effectivement bénéfique, autant pour moi que pour ce type de produit, car la maturité et disons la vision de produit n'a fait en fait que se développer. Ok. Et donc, quelque part, c'est une amélioration continue. Donc, j'ai envie de te demander, de ton amélioration continue depuis que tu as commencé ce projet, depuis que tu l'as mis en place, qu'est-ce que tu retiens au final? Qu'est-ce que on va dire, on a parlé de ce qui t'a marqué, mais qu'est-ce que tu en as retenu en termes professionnels, on va dire? Alors en termes professionnels, je pourrais dire que le premier point, c'est ça, comment ton client comment dire, utilise réellement ton produit et quelles sont finalement réellement les attentes qu'il en ressort. Pas en termes de livraison, mais en termes d'utilisation. Est-ce que ta technologie est suffisamment simple d'utilisation afin d'avoir en fait des temps si je peux dire, de mise en production pertinents. Ou d'adoption même de ta technologie la plus pertinente. Il y a ce niveau-là. Le deuxième point, c'est sur tout ce qui est sur la vision produit. On a tendance, en tout cas sur mes premières années, j'étais plutôt comment dire, sur des problématiques où on visait simplement à concevoir des développements à un but assez limité. Là, dans ce type effectivement donc de projet, on est plus sur une vision produit. Et qui dit produit, on parle effectivement donc de process. Qui parle de process parle effectivement d'une multitude de composants et donc d'être capable de développer comment dire euh, une base donc de règles, de méthodologies sur lesquelles en fait tous tes composants vont pouvoir effectivement être traités à peu près de la même manière. Et après, tu as aussi toute la méthodologie qui s'ensuit, c'est-à-dire qu'est-ce que Git, comment l'utiliser, comment notre offre effectivement peut répondre à cette dernière et quelles sont les améliorations qu'on peut obtenir. En fait, c'est tout ça en fait qui en fait contribue en fait un à changer effectivement ta vision et deux ensuite à t'améliorer en tant que développeur. Donc, ça a été total. Quand je t'entends parler, c'est vraiment, t'as vraiment eu quelque part le package complet, quoi. Ah ouais, ça c'est vrai. Passer effectivement surtout quand la connaissance des Git, en tout cas sur la plateforme IBMI, enfin, je veux dire dans l'écosystème, euh, n'était pas aussi, si je peux dire, aussi mature que ce qu'elle est aujourd'hui. Euh, sur les premières implémentations où tu es là à te demander est-ce que c'est toi qui es en erreur ou est-ce qu'effectivement c'est Git qui a enfin, une spécification, une particularité. Euh, enfin, en tout cas, moi, j'ai eu quelques moments, surtout en période de confinement, où effectivement, tu te remets vraiment en question, quoi. Les idées noires Mais qui viennent te bouffer la nuit un peu. je dirais que je dirais pas ça, mais je dirais que ça devient exigeant quand même. Mais bon, ça devient exigeant parce que tu demandes si est-ce que c'est dans la conception de ton produit ou dans l'offre effectivement que tu proposes. Est-ce que c'est toi qui as fait une erreur d'architecture ou est-ce que c'est simplement un aspect que tu n'as pas soit réellement pris en compte, mais qui en fait est une implémentation assez facile des choses, tu vois. Et D'accord. c'est plus ça qui fait effectivement le grand saut, quoi. Et encore une fois, je répète, c'est vraiment après le marché. C'était mes premiers contacts réels avec des utilisateurs en frontal. Et donc, je dirais que entre leur, leur calendrier de mise en production
Et lorsqu'il t'appelle et que derrière, les temps de résolution sont assez courts, Mhm. je peux te dire que Il a fallu cravacher, tu... quoi. Ouais, exactement. Effectivement, il a fallu bosser, il a fallu effectivement trouver les bonnes solutions. Mais, donc voilà, c'est un peu ça Mais que je bon, retiens. ça y est, ça a l'air de marcher. C'est bon, les périodes de remise en question sont derrière toi maintenant. En tout Euh, cas sur le module SCM. alors, après on peut faire une digression, mais je veux dire, si effectivement, tout produit, de manière générale, peu importe la société, tout produit n'est jamais fini. Il y a toujours effectivement des axes d'amélioration qui, qui, qui sont à explorer ou qui sont effectivement à réaliser. Et c'est le cas effectivement pour le produit SM. Donc, je dirais simplement ce qu'on a passé une phase qui a permis effectivement de rendre ce produit-là robuste. Euh, et ensuite, en fonction de l'évolution du marché, en fonction effectivement de l'offre qu'on peut être capable d'apporter, bah, ce produit, comme tout produit, va effectivement encore grandir, encore effectivement maturer et, et gratter des parts de marché, hein, si on peut dire ça comme ça. On peut espérer en tout cas. Il y a un point pour faire la transition sur lequel j'aimerais qu'on revienne un peu. On l'avait évoqué au début de ce podcast, qui est ta jeunesse relative par rapport à l'âge moyen, notamment des développeurs de la plateforme IBM, et notamment également comment ça a pu, je pense, peut-être jouer dans tes expériences chez Arcade. Est-ce que tu pourrais, par exemple, nous donner ton âge exact, s'il te plaît? 30 ans. Alors voilà, 30 ans, si je ne dis pas de bêtises, l'âge moyen d'un développeur IBM I se situe plutôt aux alentours des 45 ans, voire 50. Donc ça fait quoi d'arriver dans un monde où bah, tu te dis, mince, j'ai des gens, c'est un peu des papas en face de moi. Donc sur une technologie en plus assez particulière, hein, je pensais avant d'avoir tes premiers contacts avec chez OCSI, ça a dû être encore quelque chose à part. Ben, c'est vrai que ça fait je vais pas dire un choc, mais c'est vrai que c'est assez particulier. Lorsque on te présente la plateforme et qu'on te dit qu'en fait, ben, les interacteurs que tu vas avoir, ou en tout cas tes collègues, sont des gens qui ont déjà bah, bien comme tu dis, 45 ans ou voire plus. Et tu dis, et c'est là où tu prends, si je peux dire, conscience enfin, la discontinuité générationnelle qu'il y a entre Mhm. cette, euh, cette génération qui a évolué à travers effectivement la plateforme et cette nouvelle génération qui cherche effectivement, en tout cas qui trouve les opportunités à travers effectivement cette plateforme-là. Mais en soi, en tout cas, lorsque j'ai été effectivement chez Arcade, ça n'a pas été un problème. Au contraire, je pense que c'est même une force. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, plus en fait tu côtoies des profils seniors, en tout cas, ouais, plus en fait tu as le souci du détail et plus en fait l'expérience qu'ils ont acquis durant toutes ces années en bénéficie dans on va dire les 5 premières années en fait de ton de ta carrière. Et en fait, en tout cas de mon point de vue, hein, le, la connaissance que tu accumules en te basant effectivement sur l'expérience qu'ils ont eue et la manière dont tu peux la réutiliser et pouvoir produire ensuite derrière, en fait, ou monter effectivement ta propre carrière, en fait, tu as une sorte de booster, si tu veux, des carrières qui permet en fait à certains, en tout cas c'est mon cas, certains jeunes à pouvoir en fait prendre des opportunités en termes de poste ou en termes effectivement de problématiques techniques euh, que, euh, euh, que d'autres où effectivement tu aurais eu comment dire, un déroulement de la carrière un peu plus long, si je peux dire ça, en termes Donc, d'opportunités. ouais, c'est assez Donc pour moi, c'est intéressant bénéfique. parce que ce que tu évoques, pour moi la question sous-jacente dans ce cas-là, ce serait le problème, c'est la transmission de connaissances de manière générale. Donc, comment est-ce que tu as réussi quelque part à organiser
ce passage de connaissances, ou comment est-ce que tes collègues, plus âgés ont réussi à organiser le passage, le transfert de connaissances pour que toi, tu vois, tu sois bien intégré, que tu puisses vraiment réussir ta montée en capacité? Bah, je dirais, là, alors, je pense qu'il y a, c'est des deux côtés. Il y a le côté, en tout cas, sur le profil senior ou entreprise, qui doivent mettre en place effectivement un cadre et un contexte dans lequel ils puissent en fait passer ou faire un transfert de compétences, si je fais ça comme ça, notamment sur ce que c'est développer sur la plateforme, quelles sont les particularités de la plateforme dans la programmation, la finesse de programmation ou de développement que l'on peut être amené à rencontrer et qui est typiquement associé et spécifique effectivement à l'IBMI. Et à toi en tant que nouvelle ressource, où tu te dois d'avoir une posture assez d'écoute, où en fait tu es encore en apprentissage. Et il te faut rester, si je peux dire, j'aime utiliser la notion d'humilité, tu vois, pour pouvoir effectivement se dire que c'est pas parce qu'on a comment dire, la fougue de la jeunesse, je vais dire ça comme ça, Qu'on peut qu'on veut aller balayer pouvoir d'un être. revers, tout ce qui a été Ouais, fait avant, quoi. exactement. Et il y a tout en fait des connaissances qu'on ne voit pas dans le cadre de formation ou même sur certaines sociétés qui, à chaque fois en fait que tu changes de boîte ou que tu as d'autres opportunités, tu découvres en fait de nouveaux aspects de la plateforme. Et je pense que c'est ça. Donc si je devrais simplement résumer, je dirais une posture d'écoute et d'humilité de la part effectivement de nouvelles ressources ou du jeune, et ensuite une volonté de pouvoir transmettre l'expérience de la part effectivement des seniors. Ah, c'est assez intéressant, c'est une synergie. Exactement. Et quant à ça, et quand cette synergie-là fonctionne bien et qu'elle est, qu'elle est productive, la valeur des deux parties, hein, que ce soit effectivement du jeune ou du senior, ben, elle est uniquement favorable pour ta société. Et c'est comme ça en fait que tu réussis en fait ton transfert ou ton renouvellement de génération sur ce type de poste. Je vais me permettre un parallèle avec le monde du football, parce que ce que tu racontes, ça me rappelle beaucoup la phrase, il me semble, de Monsieur Denouet, quand il était entraîneur à Nantes, durant les grandes années de Nantes, pour ceux qui nous écoutent et qui aiment bien le football. Il disait que un bon joueur, ça coûte cher, un deuxième joueur, ça peut coûter au moins tout aussi cher, mais que c'est la relation entre les deux qui est complètement inestimable. Est-ce qu'on arrive à peu près, est-ce qu'on ne serait pas un peu sur le même schéma de pensée? Je pense que tu dirais, enfin, en tout cas la citation que tu as utilisée est tout à fait à mon sens. Avant de conclure ce podcast, j'aimerais te laisser, si tu le sens, une espèce d'antenne libre. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier, toujours sur l'IBMI, qui toi te tient à cœur en général, quand au quotidien tu travailles sur la plateforme, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites toujours apporter? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te turlupine peut-être, sur lequel toi tu aimerais insister? Et encore Alors, turlupine, je ne sais même pas si c'est le bon mot que j'ai employé. alors, enfin, moi, j'ai pas. Alors, enfin, j'aurais simplement si je peux dire, quelques messages qui peuvent me permettre d'utiliser effectivement ta plateforme. C'est pour toutes les nouvelles, enfin, ou profils, enfin, juniors ou débutants sur la plateforme qui vont arriver ou qui sont déjà présents. Euh, Moi, je leur dis que la plateforme IBMI, notamment avec cette problématique en fait de renouvellement de ressources ou qui comprennent effectivement la plateforme, il n'y a que des opportunités qui vont s'ouvrir. Et en termes de position, en termes effectivement de carrière, et si je me trompe pas, quand on regarde l'évolution, ou en tout cas certains articles autour de personnes qui gravitent autour de l'écosystème IBMI, tu vois en fait que tu as des jeunes qui sont à peu près 5 ans dans une boîte et qui arrivent en fait à avoir des postes de directeur rapidement, tu vois. Ça, ce sont des opportunités où tu vois pas ça Donc en gros, sur d'autres la technos, tu vois. plateforme IBMI propose des opportunités pour les nouveaux, n'hésitez pas, quoi. C'est ça, tu es en train de Ouais, dire, allez-y, ça, quoi, c'est ouvert. c'est exactement ça. Il y a, en fait, tu
peux faire des sauts parce qu'en fait, il y a l'opportunité qui se présente. Et cette opportunité se présente à cause effectivement des problématiques que l'on rencontre en termes de ressources. Donc, en fait, moi, je dis qu'il faut pas être... faut savoir les saisir, ces opportunités-là. Et je pense que la plateforme BMI permettent de faire ce type de bond. Et ensuite, le deuxième point, c'est concernant les profils seniors. Ou en tout cas les entreprises qui intègrent de nouveaux profils débutants en tout cas autour de la plateforme BMI, c'est de garder d'être patient en fait avec les jeunes, c'est les profils qui rentrent sont les BMI. On peut réussir un transfert si je peux dire, de compétences que si et seulement si on se donne la patience de donner le bénéfice du doute à la ressource, de pouvoir effectivement pleinement s'intégrer dans l'écosystème existant, quoi. Donc en gros, message un peu de tolérance en quelque sorte envers la jeunesse. Il va y avoir quelques chutes, quelques égratignures en quelque sorte, le temps d'apprendre, mais ça va prendre un certain temps, mais ça va se faire, c'est ça? Oui. On peut pas, encore une fois, on peut pas demander à un profil junior d'être entièrement bon dès ses premiers mois. Il y a un temps effectivement donc d'apprentissage, et notamment lorsqu'on parle d'un profil IBMI, on n'est pas uniquement sur un profil de développeur, on est aussi sur quelqu'un qui comprend la plateforme, qui comprend ses subtilités, qui comprend effectivement qu'en utilisant telle instruction, il y a une telle différence sur la manière dont la plateforme va pouvoir effectivement la comprendre, et les avantages de telle ou telle instruction. Et du coup, c'est toute cette connaissance, cette transmission d'informations qu'il faut donner, auquel il faut donner en fait la patience à la jeune recrue, je peux appeler ça comme ça, d'absorber et de pouvoir ensuite être capable d'exploiter au moment venu, quoi. Donc patience pour les entreprises qui intègrent de nouvelles recrues. Ouais, c'est beau. C'est beau. Je te remercie et je pense que ce sera le mot de la fin. Avant de se quitter, j'aimerais également remercier toutes les personnes chez Arcade Software grâce à qui ce podcast a pu être mis en place. Elles se reconnaîtront quand elles l'écouteront, je l'espère. Donc, pour finir, merci encore à toi d'être venu. Merci à nos auditeurs, à nos auditrices de nous avoir écoutés. Et on espère à tout le monde que ce premier épisode, que cet épisode pilote vous aura plu. Allez, au revoir à tous.